Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avions parlé de la diversité des liens sociaux, des facteurs qui peuvent les conduire à être fragilisés, voire rompus, et des inégalités qui peuvent exister dans la répartition de ces liens sociaux. Nous nous étions concentrés à la fois plutôt sur les liens sociaux dans les sociétés contemporaines, mais surtout sur les liens sociaux justement à une échelle individuelle, interpersonnelle, sur des questions les liens que les individus nouent entre eux. Nous allons maintenant, dans cette vidéo, avoir une approche un peu plus à la fois dynamique, sur du long terme, mais aussi au niveau, cette fois-ci, plutôt de la société. Plutôt, en fait, la question du lien social, de la cohésion sociale. Qu'est-ce qui fait tenir les membres d'une même société ensemble? Et c'est ce que nous allons voir, justement, dans cette vidéo, et voir comment cela a pu évoluer. Pour étudier cette question, nous allons notamment nous fonder sur le travail d'Emile Durkheim et de sa thèse publiée en 1893 sur la division du travail social, où il s'intéresse justement à l'évolution des formes de solidarité sociale, de lien social, de cohésion sociale, donc là on a des synonymes, entre les sociétés traditionnelles, primitives et les sociétés contemporaines. Donc c'est un auteur important déjà dans le cas de chapitre, puisqu'on va voir, il est à l'origine de notions qu'on va étudier, mais de façon plus générale, puisqu'il est considéré comme le père fondateur de la sociologie en France. Donc en gros, Émile Durkheim distingue deux types de solidarité entre les sociétés traditionnelles, enfin une qui prédomine plutôt dans les sociétés traditionnelles et une qui prédomine plutôt dans les sociétés modernes. Donc, dans les sociétés traditionnelles, la forme de lien social, de cohésion sociale dominante, c'est la solidarité mécanique. En gros, la solidarité mécanique, si on doit la définir, c'est une forme de lien social fondée sur le partage de valeurs communes par des personnes qui se ressemblent. Je répète, la solidarité mécanique est une forme de lien social fondée sur le partage de valeurs communes par des personnes qui se ressemblent. A l'inverse, dans les sociétés modernes, la forme de lien social, de cohésion sociale dominante, c'est la solidarité organique, qu'on va définir. La solidarité organique est une forme de lien social fondée sur la complémentarité de personnes différentes. Je répète, la solidarité organique est une forme de lien social fondée sur la complémentarité de personnes différentes. En gros, pour essayer de développer tout ça. Alors déjà, il faut comprendre d'où viennent les termes mécanique, organique, à quoi ils font référence pour ne pas se tromper. Car on pourrait facilement se dire, bon bah mécanique, ça fait référence à des machines, comme finalement les individus, c'est comme les différentes pièces d'une machine qui fonctionnent ensemble. Sauf que non, puisque les pièces d'une machine ne sont pas identiques et qu'elles fonctionnent ensemble, justement, de fait de leur complémentarité et de leur différence. Donc on est plutôt, avec cette image, sur la solidarité organique. Le terme de solidarité organique, en l'occurrence, lui, il fait référence aux différents organes du corps humain, des animaux, qui sont différents, mais qui fonctionnent ensemble et qui ont besoin les uns des autres pour fonctionner. Et vous avez souvent cette métaphore dans le travail de Durkheim. Il compare souvent le fonctionnement d'une société à celui d'un corps humain ou d'un corps animal. Le terme de solidarité mécanique, lui, en fait, il fait référence plutôt aux particules physiques, aux molécules, pour être clair, par exemple, aux gouttes d'eau qui composent un verre d'eau. Toutes les gouttes d'eau qu'on retrouve dans ce verre sont identiques. Absolument pas les distinguer, pas faire de différence entre elles. Et c'est justement parce qu'elles sont identiques qu'elles tiennent ensemble et qu'elles sont liées les unes aux autres. Si vous mettez un élément différent, notamment de l'huile par exemple, cet élément ne va pas se mélanger à l'eau et va être clairement séparé parce qu'il est différent. Donc voilà, sur le taille mécanique, c'est tout ce qui se ressemble, toutes les particules qui se ressemblent sont liées entre elles du fait de leur ressemblance. Et cette question est des formes de liens sociaux, de cohésion sociale, est notamment liée aux caractéristiques des sociétés traditionnelles et des sociétés modernes.
Dans les sociétés traditionnelles, vous avez une division du travail social qui est faible. Globalement, tout le monde fait à peu près les mêmes activités qui consistent avant tout à subvenir à ses propres besoins. Du fait de ces faibles différences à cause de la division du travail social, vous avez justement un attachement à des valeurs communes qui sont fortes. On se ressemble tous, du coup on a tous les mêmes valeurs et on est tous très fortement attachés à ces valeurs. Et le respect de ces valeurs est très important. Donc c'est justement ce sur quoi va se fonder le lien social, cette notion de conscience collective, de valeurs communes et donc de ressemblance. Et du fait que justement, du coup, ces valeurs communes, cette conscience collective est très importante, on ne va pas vraiment avoir la possibilité de s'en écarter. On n'a pas trop de liberté pour s'écarter de ces valeurs communes et des institutions qui détiennent l'autorité. Donc vous allez avoir un faible niveau d'individualisme. À l'inverse, dans les sociétés modernes, on va peut-être avoir l'occasion de revenir comment on passe de ces sociétés-là à celles-là, selon Durkheim, mais en tout cas, selon Durkheim, ce qui caractérise les sociétés modernes, c'est que vous avez une forte division du travail social. Toutes les personnes réalisent des activités différentes, sont spécialisées dans un type d'activité, et elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins toutes seules. Elles ont besoin de la collaboration, du travail d'autres personnes. Moi, en tant qu'enseignant, je ne peux pas subvenir à mes besoins tout seul. J'ai besoin que des personnes travaillent pour que je puisse m'alimenter, mais aussi qu'il y ait des policiers et un système de justice pour assurer la sécurité, qu'il y ait des personnes qui se chargent des transports en commun, etc., etc. Donc, vous avez une forte division du travail social qui fait que chaque personne réalise des activités différentes et que même au sein d'une même activité, on trouve des différences. Par exemple, Durkheim parle de la recherche scientifique où au départ, vous aviez quand même des recherches qui étaient très généralisées où les personnes, les chercheurs et chercheuses pouvaient se lancer dans tous les domaines à la fois. Si vous regardez les philosophes de l'Antiquité, vous avez justement ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie, mais vous avez aussi des personnes qui ont notamment travaillé sur la question des mathématiques, mais aussi sur des questions physiques, par exemple en termes d'astronomie. Vous avez des réflexions qui sont liées à l'économie, etc., etc. Donc, finalement, quand vous étudiez Pythagore, vous avez de la philosophie et des mathématiques. Quand vous étudiez Aristote, vous avez de la philosophie, mais aussi des passages sur l'économie, etc., etc. Et donc le fait qu'aujourd'hui, au contraire, vous avez différentes disciplines et que même au sein de chaque discipline, vous allez avoir des personnes qui sont spécialisées sur un objet précis et qui évidemment ont des connaissances générales, par exemple en sociologie, mais qui sont quand même spécialisées dans un domaine précis. Donc, par exemple, si on distingue la sociologie du travail, la sociologie politique, la sociologie du genre, la sociologie de la structure sociale, etc., etc., tout ça montre qu'il y a une forte division du travail social. Et cette forte division du travail social fait que vous avez toujours des valeurs communes, et en fait, un maintien de la fluidité mécanique, mais c'est beaucoup moins important. Ces valeurs communes sont beaucoup moins étendues, et on y est attaché quand même, pour ce qui reste, mais vu qu'elles sont beaucoup moins étendues, elles vont avoir beaucoup moins de poids sur notre vie au quotidien, sur nos comportements. Parce qu'on ne peut pas avoir des valeurs communes qui ordonnent à tout le monde de se comporter de la même façon quand vous avez tellement de situations différentes. Du coup, du fait que ces valeurs communes ont un poids beaucoup moins important, vous avez un fort niveau d'individualisme, une forte marge de liberté qui est laissée aux individus pour justement faire leurs propres choix et se détacher de l'autorité du groupe. Et ce qui va faire en sorte que les individus qui sont différents mais font quand même partie d'une même société et sont liés les uns aux autres, c'est justement cette idée de complémentarité, d'interdépendance. On a besoin les uns des autres pour fonctionner. Et on ne peut pas subvenir à ses besoins tout seul, donc on va compter sur d'autres personnes pour subvenir à nos besoins. Et cette question de la complémentarité, ça peut passer par des relations directement économiques. Par exemple, je vais acheter quelque chose à un supermarché ou du pain chez le boulanger. Là, justement, j'ai une relation économique directe avec ces personnes, mais aussi sur l'intervention des administrations publiques qui vont essayer d'organiser tout ça, de relier tout ça et éventuellement de prendre en charge elles-mêmes certaines activités.
Là, on prend sur la question, par exemple, des transports en commun. C'est pas forcément une relation économique directe avec les personnes qui conduisent les trams, les bus, etc. Surtout dans des communes qui, par exemple, vont instaurer une gratuité des transports en commun. Mais c'est l'administration publique qui se charge d'organiser ça, qui se charge d'assurer quand même un service de transport collectif. On peut même rajouter une ligne à ce tableau, puisque Durkheim, lorsqu'il travaille justement sur l'évolution des formes de solidarité sociale, se fonde avant tout sur l'évolution des formes de droit. Il distingue deux formes de droit qu'il associe en fait à chaque type de société, donc à chaque type de solidarité. D'un côté, vous avez le droit punitif. Donc ça, c'est notamment représenté avec le droit pénal. C'est le droit majoritaire, la principale forme de droit qui est si exclusive dans les sociétés traditionnelles et donc qui est associée à la solidarité mécanique. Le but de ce droit, c'est justement de sanctionner, de punir les écarts à la norme et aux valeurs collectives. Donc dès que justement vous avez des comportements qui sont considérés comme contraires aux valeurs de la société, vous allez être sanctionné pour justement les voir exclus du groupe, plus ou moins, soit temporairement, soit de façon définitive, mais en tout cas, clairement, le but est de dire on a des valeurs, on les respecte, et si vous ne les respectez pas, vous devez être sanctionné, et voilà, être exclu au moins symboliquement du groupe. Et à côté de ça, donc plutôt dans les sociétés modernes, avec la solidarité organique, donc différentes personnes qui ont des activités différentes et qu'il faut organiser, vous avez plutôt un droit soit restitutif, soit un coopératif. Donc là, vous trouvez à la fois le droit civil, le droit des contrats, le droit administratif, le droit constitutionnel. En gros, le but de ce type de droit, c'est plutôt d'organiser justement les choses de façon harmonieuse entre des personnes ou des organisations différentes, fonctionnant de façon différente, mais justement, puisque toutes ces personnes fonctionnent de façon différente, il faut être sûr qu'elles fonctionnent ensemble correctement. Donc vous avez justement du coup le droit des contrats pour être sûr que les contrats sont respectés et que tout le monde comprend la même chose quand on fait un contrat. Vous avez le droit administratif qui est globalement la même chose pour les relations et l'action des administrations publiques. Et vous avez aussi le droit civil, où là justement c'est aussi le but de dire si jamais quelqu'un pose problème à quelqu'un d'autre, porte préjudice à quelqu'un d'autre, vous devez justement réparer, vous devez éventuellement payer des dommages et intérêts, mais contrairement à une amende dans le cadre du droit punitif, où là le but de l'amende c'est vraiment de punir et de dire cette personne a agi mal, là dans le cadre du droit civil et donc restitutif, le but est plutôt de dire vous avez porté préjudice, vous avez diminué, vous avez fait du mal à la situation de quelqu'un, désolé, et vous devez du coup essayer de réparer cette situation. Donc si à cause de vous cette personne a perdu quelque chose de la valeur de 1000 euros, vous devez donner 1000 euros à cette personne pour justement compenser ce préjudice. Et alors si on continue, si on veut voir justement, pour essayer peut-être de mieux comprendre, mais là c'est peut-être une parenthèse, je m'écarte un peu du programme, si on veut voir justement comment s'est passée cette évolution des formes de solidarité sociale, le passage d'une solidarité à une autre, donc on commence avec des sociétés traditionnelles dominées par la solidarité mécanique. Donc avec des individus qui se ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs et qui sont du coup attachés à ces valeurs et sanctionnent les personnes qui s'en écartent. Suite à l'augmentation de la population, à l'amélioration des moyens de transport et de communication, vous voyez la division du travail augmenter. C'est-à-dire que voilà, il y a de plus en plus de personnes et donc ces personnes vont se spécialiser dans des activités. Ça peut être plus efficace pour elles, pour la société, de justement au lieu de chacun s'occupe de ses activités et subvient à peu près tout seul à ses propres besoins, vous allez avoir progressivement une spécialisation des activités. Vous allez vous spécialiser dans un type d'activité. Vous allez être commerçant, vous allez être maréchal ferrant, vous allez être agriculteur, mais du coup, vous allez juste vous concentrer sur ça. Vu que vous allez vous concentrer là-dessus, vous allez être plus efficace, mais en même temps, vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, cette augmentation de la division du travail provoque, c'est justement une augmentation des différences entre les individus. Vous n'avez pas, tous les individus n'ont pas la même activité, et par conséquent, ils fonctionnent différemment.
ce qui va entraîner un affaiblissement de la solidarité mécanique, puisque justement les valeurs collectives, la conscience collective de la société, elles vont moins pouvoir régir tout le monde, puisque chaque personne va fonctionner de façon différente. Donc on ne peut pas appliquer exactement les mêmes valeurs et surtout les mêmes normes à tout le monde. Donc cette solidarité mécanique va s'affaiblir et vous allez avoir au contraire une augmentation de l'individualisme où chaque personne va plutôt valoriser sa propre situation par rapport à la société dans l'ensemble. Et ça va nous amener à la solidarité organique où là du coup on va dire ok, c'est bien justement d'avoir des valeurs communes pour que tout le monde soit attaché et ait le sentiment de faire partie de la même société, mais l'essentiel pour que la société fonctionne correctement, c'est d'avoir différentes formes de droits, comme je l'ai dit, mais donc essentiellement un droit coopératif pour organiser les relations entre des personnes, entre des organisations fonctionnant de façon différente pour que tout cela fonctionne de façon harmonieuse. Donc, je voudrais justement revenir sur cette question du développement de l'individualisme qui est clairement une évolution du lien social sur laquelle tous les sociologues sont d'accord. Donc même si vous n'adhérez pas à la grille de lecture de Durkheim, il est incontestable qu'il y a un développement de l'individualisme dans les sociétés modernes contemporaines. Quand on parle de développement de l'individualisme, ça ne signifie pas que les individus sont égoïstes, sont isolés, qui pensent qu'à eux. Ça signifie simplement que les individus se sentent moins soumis à l'autorité du groupe, au lieu d'avoir une personne qui a l'autorité et on doit suivre absolument ce que cette personne décide, que ce soit le père de famille, le chef du village, etc., peu importe. On va justement prendre de la distance, en quelque sorte même on peut parler presque d'esprit critique, et devenir plus autonome. On va justement essayer on va pas totalement dire par principe je me fous de ce que dit l'autorité, il y a quand même un respect de l'autorité, mais on est plus autonome, on a plus de distance, plus de liberté par rapport aux décisions prises par cette autorité, et on va essayer plutôt de privilégier ses intérêts individuels. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut comprendre le développement de l'individualisme. C'est une plus grande autonomie des individus par rapport à l'autorité collective. Alors, il faut quand même noter, pour terminer, qu'il y a quand même une persistance de la solidarité mécanique dans les sociétés modernes, et ça, Durkheim le reconnaît. La solidarité mécanique est nécessaire finalement pour fonctionner. Il faut quand même qu'on ait un attachement à des valeurs communes pour avoir le sentiment de faire partie de la même société. Et sans même cette solidarité mécanique, sans ces valeurs communes, il ne peut pas y avoir de solidarité organique. Car si on n'est pas d'accord sur un minimum de valeurs fondamentales, on ne peut pas fonctionner ensemble. Peu importe finalement qu'il y ait des contrats qui sont tracés, si on n'est pas un minimum d'accord sur les fondements, les valeurs fondamentales de la société, ça ne va pas fonctionner. Les contrats ne sont pas respectées, etc. Donc la solidarité mécanique persiste, et il y a des moments où on peut voir justement cette solidarité mécanique de façon un peu plus prégnante dans les sociétés modernes. Par exemple, au niveau national, ça peut être lors des commémorations, sur les grandes guerres, des grands événements historiques ou sur des attentats. Ça peut être aussi lors de compétitions sportives internationales, lorsque tout le monde justement soutient l'équipe du pays, ou à un niveau de petits groupes, ça peut être, donc on peut observer de la solidarité mécanique au sein d'une famille, au sein d'une bande, où justement on a des individus plutôt similaires qui vont partager un certain nombre de valeurs, et justement c'est plutôt leur similarité et leur attachement à ces valeurs qui va expliquer les liens entre eux plutôt que leurs différences et leur complémentarité. Donc voilà, Durkheim reconnaît que la solidarité mécanique persiste dans les sociétés modernes et pour lui, ces sociétés ne peuvent pas exister sans solidarité mécanique, mais cette solidarité mécanique s'est quand même beaucoup affaiblie et est passée au second plan par rapport à la solidarité organique qui est la principale forme de solidarité, la principale forme de lien social qu'on observe dans les sociétés modernes. Voilà, j'espère que c'est assez clair.